Donc, avec cette vidéo d'introduction, on va commencer le premier chapitre à proprement parler, c'est-à-dire chapitre 1, les postulats de l'électromagnétisme. Et donc l'idée, et on va souvent faire ça dans ce cours, va être de suivre le polycopier, le remplir avec moi, prendre des notes en plus dans les marges où vous pouvez sur ce que je dis. Donc, dans la première vidéo, on a introduit l'électromagnétisme à travers l'expérience historique de Faraday sur l'induction. Et cette expérience est également décrite dans ce polycopier. On va revenir dessus un peu rapidement. Et ensuite, on va parler de ce qui a suivi en fait cette expérience. Et donc, les travaux théoriques de Maxwell et ces équations de Maxwell qui sont vraiment les 4 piliers de l'électromagnétisme et à partir desquels on va pouvoir tout découler. Et quand je dis tout, c'est sans exception. Alors, ce qui était connu, ça j'en ai pas parlé dans la vidéo d'introduction, c'est ce qui était connu d'un point de vue théorique jusque 1831, c'est-à-dire jusque l'expérience de Faraday. On avait des connaissances en électrostatique et en magnétostatique. Et on connaissait entre autres la force de Lorentz qui permet d'expliquer comment est-ce que, d'un point de vue indépendant, les champs électriques et magnétiques peuvent interagir avec des particules chargées pour les mettre en mouvement et pour également agir sur leur mouvement. Une fois qu'ils sont en mouvement, les dévier. Et donc, pour rappel, la force de Lorentz est donnée dans l'encadré ici, dans un référentiel galiléen. La force de Lorentz subie par un point matériel M de charge Q de vitesse V s'écrit F égale Q, donc la charge, facteur de E, le champ électrique, plus V vectoriel B. V étant la vitesse, comme je disais, oui, la vitesse, et B le champ magnétique. Donc il y a deux composantes dans cette force de Lorentz. Vous avez déjà travaillé dessus, notamment en mécanique. Deux composantes. L'une, la composante électrique, QE, qui permet de modifier la norme de V. Donc c'est en particulier cette force électrique qui permet de mettre en mouvement les particules chargées. Et vous avez également la composante magnétique, donc de l'autre côté, avec le produit vectoriel, qui permet de modifier la direction de V. Donc on pense tout de suite aux exercices que vous avez fait sans doute en mécanique, dans les cyclotrons ou des choses comme ça, qui permettent de dévier les particules chargées et dans certaines circonstances obtenir des trajectoires circulaires. Donc les deux champs, encore avant 1831, sont des entités indépendantes. Vous les avez étudiées en cours d'outils mathématiques pour la physique dans le cadre stationnaire, donc indépendant du temps. Et voilà, c'est à peu près l'état des connaissances scientifiques avant 1831. Alors en 1831, Faraday, comme on a vu dans la vidéo d'introduction, a fait une expérience qui a radicalement changé notre vision des champs électriques et magnétiques et qui a permis de souligner le couplage qui existe entre ces deux champs. L'expérience est rappelée ici, donc pour que vous ayez une trace écrite dans le polycopier, mais c'est la même expérience que ce qu'on a vu dans la vidéo d'introduction. Donc c'est une bobine, un bobinage ou un simple fil relié aux bornes d'un ampère-mètre et également un aimant permanent qui bouge à proximité de la bobine
et on mesure le courant. Donc les observations, on peut récapituler, mais c'est les mêmes que ce que l'on a fait précédemment. Parce que lorsque l'aimant est fixe, il n'y a aucun courant. Dès que l'aimant bouge à proximité de la bobine, il y a apparition d'un courant I. Et lorsque on approche l'aimant d'un côté, on a un courant d'un certain signe. Lorsqu'on l'éloigne, on a le signe opposé. Et puis il y a également l'observation, alors j'ai pas noté ici, du coup je vais l'ajouter. Le courant est d'autant plus important que l'aimant bouge vite. Donc il y a aussi cet aspect de vitesse. Donc pour interpréter cette expérience, sachant que l'aimant crée un champ magnétique permanent, si l'aimant ne bouge pas, le champ magnétique traversant la bobine est stationnaire. Il n'y a pas de courant. Quand l'aimant bouge, le flux du champ magnétique à travers la bobine évolue dans le temps. C'est comme si le champ magnétique variait dans le temps. Il y a un courant. Ainsi, un courant apparaît si le champ magnétique varie dans le temps. Donc, ce qui est incroyable, c'est que jusqu'à présent, dans la force de Lorentz, le produit vectoriel V et vectoriel B, c'est à travers cette composante-là que le champ magnétique intervient. Du coup, si initialement la vitesse V est nulle, un champ magnétique ne va pas pouvoir mettre une particule en mouvement puisque la force est nulle. Donc la composante magnétique dans la force de Lorentz n'agit que sur des charges en mouvement. Or là, le fait d'avoir un champ magnétique variable dans le temps, ça a permis de générer un courant, c'est-à-dire mettre des charges en mouvement. Et donc agit un peu comme un champ électrique, puisque dans la force de Lorentz, c'est la composante électrique qui permet de modifier la norme de V. Donc c'est cette expérience-là qui a mis la puce à l'oreille à Faraday et lui a permis de faire le premier pas vers l'unification de l'électromagnétisme et donc réaliser le couplage entre un champ magnétique et un champ électrique. Et finalement, c'est un même champ, c'est-à-dire le champ électromagnétique. Donc quelques années plus tard, il y a le physicien mathématicien écossais James Clerk Maxwell qui postula que les champs E et B soient en fait les composantes d'un même ensemble appelé champ électromagnétique. Et non seulement il a postulé cela, mais il est allé plus loin, on va voir après les équations de Maxwell. Mais le fait de dire que les champs E et B sont en fait des mêmes composantes d'un champ électromagnétique, ça veut dire que les lois de l'électricité et du magnétisme sont alors unifiées. Et donc, Maxwell proposa 4 équations qui permettent de te dire comment est-ce que les champs sont reliés entre eux et également avec les sources de charge et de courant. Donc, on introduit du coup la densité volumique de charge ρ et de courant J. Les équations de Maxwell sont d'une importance capitale. Elles permettent de prévoir l'existence et de déterminer les propriétés des ondes électromagnétiques. Donc Maxwell a prévu l'existence des ondes électromagnétiques qui n'ont été découvertes expérimentalement qu'en 1887 par Hertz, 8 ans après la mort de Maxwell.
Et même aujourd'hui, en 2021, les équations de Maxwell restent vraies. Et je vous parlais en introduction de toutes les applications qui reposent sur l'électromagnétisme. On exploite tous les jours les 4 équations de Maxwell qui, du coup, n'ont jamais été remises en question. Donc c'est vraiment ces équations sont extrêmement puissantes. Alors, j'arrive au paragraphe 1.4 et pour parler rapidement de l'approche choisie dans ce cours d'électromagnétisme. En fait, on pourrait partir d'un point de vue historique en fait et suivre les avancées en électromagnétisme d'un point de vue chronologique, ce qui permet peut-être de comprendre la logique des physiciens et la logique dans les découvertes. Mais c'est aussi intéressant d'un point de vue rigueur de partir du postulat de Maxwell, donc c'est les seules choses que l'on va supposer, et montrer que on peut démontrer, on peut obtenir tous les résultats d'électromagnétisme à partir de ces équations de Maxwell. Donc c'est l'approche choisie dans ce cours, partir des équations de Maxwell comme postulat de départ et retrouver les lois et décrire les phénomènes à partir d'elles. Donc voilà les équations de Maxwell en 1864. On considère un référentiel galiléen R dans lequel se trouvent des charges en mouvement. On adopte une modélisation volumique, donc une répartition en 3 dimensions dans l'espace de charge et de courant. Et on va alors définir le couple de champs ρ et J, qui sont définis en un point M de l'espace et à un instant T, et qui constituent les sources du champ électromagnétique. Donc imaginez, vous avez un conducteur par exemple, vous avez un métal, vous avez un autre matériau qui est chargé ou dans lequel circule un courant. Le but des équations de Maxwell, c'est de comprendre d'un point de vue microscopique quelle est la forme du champ électromagnétique généré. Donc, il y a les 4 équations de Maxwell qui sont des équations locales, donc microscopiques, et qui font partie des postulats de l'électromagnétisme. Les équations sont valables en tout point M et à tout temps T. Alors, on parle en général d'équations de Maxwell dans le vide, bien que ces équations fassent apparaître des charges et des courants. Alors, ça paraît un peu contradictoire, mais c'est simplement pour faire opposition aux équations de Maxwell dans les milieux que nous verrons plus tard. Donc si vous voulez, quand on dit dans le vide, c'est puisque on considère tout le milieu vide, où il n'y a rien, sauf aux endroits où il y a des charges et des courants. Donc les 4 équations de Maxwell sont données dans l'encadré ici. Évidemment, ces équations de Maxwell, vous pouvez l'encadrer 10 fois. C'est extrêmement important. C'est évidemment à connaître par cœur. Vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, il y a 4 équations. Équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Équation de Maxwell-Flux, également appelée équation Maxwell-Thomson. Moi, je l'appellerai surtout Maxwell-Flux. Divergence de B égale 0. Équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins la dérivée partielle du champ magnétique par rapport au temps. Et équation de Maxwell-Ampère, rotationnelle de B égale mu0J plus mu0 epsilon 0 d rond E sur d rond T. Le epsilon 0 d rond E sur d rond T, on voit que dans cette équation de Maxwell-Ampère, que c'est une quantité qui est homogène à un vecteur densité de courant.
Et donc, on va l'appeler JD, un courant, un vecteur déplacement, un vecteur volumique de courant de déplacement. Alors, ces équations sont à connaître par cœur. Il faut bien sûr non seulement les connaître par cœur, mais pouvoir les exploiter. Et donc, vous devez être à l'aise avec les opérateurs divergence et rotationnels, puis les dérivés aussi. Je pense que je vais faire peut-être un petit rappel sur ces opérateurs. Vous devez être à l'aise dessus. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'en parler. Donc, des choses que maintenant qu'on va dire dessus, on va exploiter, on va discuter un peu de ces équations qui ont été posées comme ça par Maxwell, mais aussi en utilisant des travaux de physiciens antérieurs, notamment Gauss, Faraday et Ampère. Et ces trois physiciens, Gauss, Faraday et Ampère, avaient travaillé d'un point de vue macroscopique, et Maxwell a réussi à donner des équations microscopiques et qui sont du coup en cohérence totale. Et on vérifiera cela un peu après. Donc les constantes qui apparaissent dans ces équations, on voit mu0 et epsilon 0. Sinon, il y a des opérateurs vectoriels et des courants et des densités de charge. Mu0 et epsilon 0 sont les deux constantes qui apparaissent dans ces équations. Il y a perméabilité magnétique du vide, mu0, et permittivité diélectrique du vide, epsilon 0. Ces deux constantes sont liées par la relation mu0 epsilon 0 c carré égale à 1. C carré étant la vitesse de la lumière dans le vide. Et dans le cadre du système international d'unités, on pose mu0 égale 4pi fois 10-7 Henri par mètre. Henri, ça doit vous faire penser en électricité à l'unité pour les inductances, pour les bobines. Et si on pose mu0 égale 4pi fois 10-7 Henri par mètre, et si on connaît la vitesse de la lumière, on peut alors en déduire la permittivité diélectrique du vide, epsilon 0, qui est égale à 1 sur mu0 c carré, soit 8,85 fois 10-12 farad par mètre. Farad, c'est l'unité des capacités en électricité également. Alors, si on regarde un peu de plus près les équations de Maxwell, on identifie deux groupes, deux familles. Les équations 1 et 4 1 et 4 donc Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère font intervenir les champs électriques et magnétiques, E et B, mais également les sources de charge ou de courant, ρ et J. Donc c'est pour cela qu'on va les appeler les équations champ-source ou équations extrinsèques, parce qu'elles permettent de relier le champ électromagnétique avec les sources présentes dans le système. Ces équations prendront des formes différentes lorsqu'on décrira le champ électromagnétique dans des milieux matériels comme les diélectriques ou aimantés. Et les équations 2 et 3 sont appelées équations champ-champ ou équations intrinsèques parce que ρ et J n'interviennent pas. En fait, il n'y a que le champ qui est là. Donc en fait, divergence de B égale 0. Donc c'est une propriété fondamentale du champ magnétique. Et Maxwell-Faraday permet de relier le champ électrique avec le champ magnétique.
Donc c'est vraiment à travers Maxwell-Faraday qu'on voit le couplage entre E et B. Donc équation champ-source, équation champ-champ. Le courant de déplacement, comme je disais, epsilon 0 d rond E sur d rond T est homogène à une densité volumique de courant, ce qui se voit immédiatement dans l'équation de Maxwell-Ampère. On le nomme, pour des raisons historiques, courant de déplacement, et on le note souvent J petit d. Voilà, donc il faut savoir de quoi on parle lorsque on parle de courant de déplacement. C'est ce terme en epsilon 0 d rond E sur d rond T. Donc voilà, à vue d'œil, ce que l'on peut dire sur les équations de Maxwell. Maintenant, d'un point de vue mathématique, il y a des propriétés intéressantes des équations de Maxwell. C'est-à-dire, tout d'abord, la linéarité. Alors, les équations de Maxwell sont linéaires. Ben oui. Les opérateurs divergence et rotationnels sont linéaires. Les dérivées partielles par rapport au temps sont linéaires. Donc, les équations sont linéaires. Et en effet, si on prend dans notre système une première source 1 avec une densité de courant J1 avec une densité de charge ρ1 qui crée du coup un champ électromagnétique E1 et B1. Et puis une deuxième source 2 avec aussi une densité de charge, une densité de courant ρ2 et J2 qui crée à son tour un champ électromagnétique E2 et B2. Alors la source totale 1 plus 2 qui est ρ1 plus ρ2, ou même si on prend une combinaison linéaire des deux sources, donc qui sont pondérées par des coefficients lambda 1 et lambda 2, on va, par linéarité des équations de Maxwell, obtenir un champ électromagnétique lambda 1 E1 plus lambda 2 E2, et un champ magnétique lambda 1 B1 plus lambda 2 B2. Donc c'est une propriété directe de la linéarité des équations de Maxwell. Et c'est quelque chose, c'est une propriété qu'on exploite souvent à travers du coup le théorème de superposition. Donc si on est capable, si on a un système complexe, de le diviser en sous-systèmes et comprendre comment est généré un champ électromagnétique pour chaque sous-système, eh bien le champ électromagnétique total sera la somme des champs électromagnétiques des sous-systèmes. Donc c'est une propriété intéressante que l'on exploite lorsqu'on a affaire à des problèmes complexes. Compatibilité avec l'équation locale de conservation de la charge. Donc, pour simplifier, on n'écrira pas toujours la dépendance spatiale en temporelle des grandeurs, sauf si nécessaire. Donc en fait, on ne va pas écrire... je m'explique. Soit les sources... ρ et J. Là, je n'écris pas que J dépend de M et de T et ρ également, juste parce que je vais l'écrire à chaque fois et je vais aller un peu plus vite. Donc, le point de départ, c'est pour retrouver l'équation locale de conservation de la charge, que je pense vous avez vu en outil mathématique pour la physique.
c'est de partir de l'équation de Maxwell-Gauss et dériver par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport au temps de divergence de E. Et Maxwell-Gauss nous dit que divergence de E, c'est ρ sur epsilon 0. d rond ρ sur d rond t. Puisque la dérivée partielle par rapport au temps n'agit pas sur les coordonnées d'espace, on peut intervertir divergence et dérivée temporelle. Donc divergence de d rond E sur d rond t. Et ça, c'est toujours égal à 1 sur epsilon 0 d rond ρ sur d rond t. Et par ailleurs, l'équation de Maxwell-Ampère nous donne d rond E sur d rond t est égal à 1 sur mu 0 epsilon 0 rotationnel de B moins 1 sur epsilon 0 J. Donc, je rappelle, si vous ne l'avez pas encore en tête, Maxwell-Gauss, c'est divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Et Maxwell-Ampère, c'est rotationnel de B égale mu 0 J plus mu 0 et epsilon 0 d rond E sur d rond t. Et donc, j'ai isolé d rond E sur d rond t dans cette équation de Maxwell-Ampère pour l'écrire comme ceci. On combine. Donc en fait, dans l'équation au-dessus, je vais remplacer d rond E sur d rond t par l'expression obtenue avec Maxwell-Ampère. Divergence de 1 sur mu 0 epsilon 0 rotationnel de B moins 1 sur epsilon 0 J égale 1 sur epsilon 0 d rond ρ sur d rond t. Et donc, je vais travailler sur le terme de gauche et je vais exploiter la linéarité de l'opérateur divergence. Donc, je sors la constante 1 sur mu 0 epsilon 0, divergence de rotationnel de B moins, pareil, je sors la constante, j'exploite la linéarité de la divergence. Divergence J, et ça c'est égal à 1 sur epsilon 0 d rond ρ sur d rond t. Alors, dans n'importe quel formulaire d'opérateur vectoriel, divergence de rotationnel de n'importe quel vecteur est nulle pour tout champ B, pour tout B. Et je simplifie également par 1 sur epsilon 0. Et donc, à la fin, ce que j'obtiens, c'est l'équation locale de conservation, l'équation locale de conservation de la charge.
de conservation de la charge. Et quelque part, dans cette équation, ce que l'on comprend, c'est que toute variation temporelle d'une densité de charge s'accompagne forcément par une variation spatiale de courant. Puisque vous avez un ρ sur rond t, c'est une variation temporelle de la densité de charge volumique, et divergence de J, c'est un opérateur sur les coordonnées d'espace de J, le vecteur densité de courant. Donc c'est cohérent, et de toute façon on pourra dire ça à chaque fois, les équations Maxwell sont cohérentes du début jusqu'à la fin. Alors en régime stationnaire, donc là je vais faire appel à ce que vous avez vu l'an dernier en outils mathématiques pour la physique. Les équations locales vérifiées par le champ électromagnétique dans le vide en régime permanent. Donc, en régime stationnaire, Maxwell-Gauss n'est pas changé. En fait, en régime stationnaire, je vais annuler tous les termes en d rond machin sur d rond t. Donc, toutes les dérivées partielles par rapport au temps. Donc, inchangé. Maxwell flux. Je note comme ça, flux, parce que souvent en physique, les flux sont représentés par la lettre grecque phi. Idem, inchangé. Divergence de B égale 0. C'est une vérité absolue. Maxwell-Faraday. Là, il y a un changement. Rotationnel de E égale 0, du coup. Parce que moins d rond B sur d rond T va s'annuler en régime stationnaire. Et enfin, Maxwell-Ampère. Rotationnel de B est égal à mu0 J plus mu0 epsilon 0 d rond E sur d rond T, donc plus 0. Donc c'est tout. Donc en fait, les équations Maxwell-Gauss et Maxwell-Flux sont inchangées. Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère sont différentes. Donc, il va y avoir, à cause de cette différence en régime stationnaire, une incompatibilité avec certaines lois d'électrostatique ou de magnétostatique. Entre autres, les lois de Coulomb et de Biot et Savart. Donc c'était des lois qui permettaient, à partir d'une distribution de courant ou de charge, déterminer le champ électrique ou le champ magnétique. Il y a une certaine incompatibilité puisque le régime stationnaire est un cas particulier des équations de Maxwell qui sont vraies tout le temps, et les lois de Coulomb et de Biot et Savart sont donc des lois de statique qui sont vraies en régime stationnaire, mais du coup ne sont pas vraies tout le temps. Il va falloir étudier ça et peut-être les généraliser. C'est quelque chose que l'on explorera en TD.